Bonjour, merci d'être présent à cette évaluation du projet de loi 20. C'est une évaluation préliminaire, bien sûr, mais on voit qu'il y a déjà 3 enjeux à l'intérieur même du même projet de loi. La procréation assistée et puis ensuite les activités pour les médecins de famille et pour les spécialistes. Je vais commencer par la procréation assistée. En fait, on s'aperçoit qu'on a un exercice de déconstruction par l'actuel ministre de la Santé de ce que ses prédécesseurs ont fait, en particulier le ministre Couillard et Bolduc. Et ce qu'on souhaitait avec la procréation assistée, on est d'accord pour dire qu'il y avait un manque de balises, un manque d'encadrement, et que c'est un projet de loi qui avait été adopté vraiment dans une certaine forme de précipitation, sans évaluer les enjeux. Donc, on est d'accord avec les balises. On était très d'accord et on est encore d'accord avec les recommandations du commissaire à la santé et au bien-être qui recommandait des séquences de recours à différentes méthodes pour faciliter la fécondité. Et on est d'accord avec les mesures également, certains paramètres au niveau de l'âge, au niveau des étapes. Maintenant, regardons concrètement ce que ça veut dire. Par rapport aux séquences, la stimulation ovarienne, moi je suis pharmacienne depuis longtemps et c'est ce qu'on utilisait il y a 20 ans et avec des résultats qui étaient imparfaits dans bien des cas. Insémination artificielle, c'est une deuxième étape et maintenant, en 2014, on a accès à la fécondation in vitro et donc c'est une nouvelle technologie dont on ne peut pas priver les gens quand ils ont passé de façon raisonnable, rigoureuse, à travers les filtres qu'on a bien installés auparavant. Je rappelle que une fécondation in vitro, ça coûte autour de 10 000 $ et quand le ministre dit que pour quelqu'un qui a un revenu de 50 000 $, il y aurait à contribuer pour 20 %, ça veut dire que c'est 2 000 $. Alors, imaginez 2 000 $ net qu'on investit pour ça. C'est énorme. Encore une fois, les gens, ce sont des services qui sont pas ouverts, ils sont pas offerts partout à travers la province. Les gens des régions sont encore une fois défavorisés parce que déjà ils avaient des frais de transport, des frais d'hébergement pendant les séquences de traitement et tout ça, donc, ça vient ajouter aux frais et aux coûts et ça crée un réel obstacle à l'accès. C'est une forme de désassurance à une approche qui est profitable et qu'on recherche. Vous savez, au Québec, on a depuis plusieurs années dit qu'un des grands enjeux, c'était la démographie. Donc, on veut améliorer notre nombre d'habitants au Québec. Et pour ça, on fait appel avec succès à nos nouveaux arrivants. Et on a également besoin d'avoir une politique familiale qui soutient bien l'ensemble des Québécois, nouveaux arrivants et Québécois déjà installés. Alors, tout ça, cette politique familiale-là, on l'a vu cette semaine avec les CPE, on le voit aujourd'hui avec le programme de procréation assistée. Il y a quelque chose de non cohérent dans ce qu'on a entendu à l'époque de Charest et maintenant avec ce qu'on voit comme besoin qui est encore là. Et on le redit, les balises sont nécessaires, mais entre des balises et des obstacles carrément infranchissables pour certains citoyens, il y a vraiment là une forme de discrimination qui est très questionnable, qui fait aussi que on dirait qu'on n'a pas on a actuellement un manque de juste milieu, je vous dirais. Puis ça va me permettre d'introduire la dimension avec les médecins ensuite. On dirait que le Parti libéral actuellement ne sait pas où est le juste milieu. Il est passé d'une situation où tout était permis, où il y avait un grand laxisme, et il passe à des mesures qui s'apparentent beaucoup plus à de la coercition qu'à des mesures qui sont vraiment des mesures qui tiennent compte de l'ensemble des besoins et de la capacité à payer des Québécois. On est capable de concilier les deux. Alors actuellement, on n'a pas ça et on sait qu'on a beaucoup de citoyens, de couples, de personnes qui ne seront pas capables d'avancer la somme qui est nécessaire
pour avoir accès à la fécondation in vitro. Donc, c'est un net recul. Tout ceci étant dans un contexte où, je le redis, on est d'accord avec le fait que ce soit mieux balisé, mais entre des balises appropriées qui nous étaient proposées par le commissaire, qui a fait une analyse rigoureuse, et des commentaires et des suggestions qu'on sent souvent empreints de spontanéité et d'improvisation, je dirais, du côté du ministre, on est vraiment en train de passer dans un extrême qui ne rend pas justice aux familles québécoises, qui les pénalise, et on se demande pourquoi elles sont si ciblées actuellement par ce gouvernement-là. En ce qui concerne les médecins de famille, dans les volets qui touchent aux médecins de famille, vous savez, je pense qu'on a un exercice important à faire de regarder quelles sont les meilleures modalités de fonctionnement pour obtenir vraiment les résultats thérapeutiques qu'on veut dans notre système de santé. Et les mesures qui fonctionnent bien, ce sont des mesures de rémunération qui permettent de valoriser des résultats cliniques obtenus par les patients. Je donne l'exemple du patient diabétique qui va voir un médecin plusieurs fois dans une année, mais qui va aussi à l'urgence plusieurs fois dans une année, 5 fois. On dit à une équipe, médecins, infirmières, nutritionnistes, pharmaciens, travailler ensemble, diminuer le recours à l'urgence de ce patient-là, pas seulement diminuer l'urgence, faites-le atteindre ses cibles thérapeutiques, faites que ses taux de sucre soient normaux et on va diminuer les complications plus tard. Et là, vous aurez la prime. Nous, au Québec, on avait fait l'inverse. La prime était au début. On l'a vu avec Dr. Bolduc. La prime était au début, avant même qu'on ait obtenu des résultats. Maintenant, je fais l'exercice que le ministre Barrette nous amène à faire actuellement et je vous dis comment les modalités de rémunération comportent des biais. Parce que quand on introduit des pénalités, on introduit automatiquement un mécanisme réflexe de protection, de défense. Alors, ce qu'on fait, c'est que si je sais que mon patient a eu besoin d'aller à l'urgence, mon patient diabétique, il peut avoir raison d'être allé 2 fois à l'urgence. Ses glycémies étaient trop basses parce on parle d'hyperglycémie, mais on parle aussi d'hypoglycémie pour des patients diabétiques. Je sais que mon patient là, a été à l'urgence 2 fois, puis moi, je l'ai vu 3 fois dans l'année. On a vu avec le calcul du ministre, là, ça me donne 60 % de rendement. Ma rémunération vient d'être diminuée automatiquement. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Ça me dit, je vais essayer de le voir un peu plus souvent. C'est des mécanismes, je ne dis pas que les médecins feraient ça, mais je vous dis que le mécanisme de rémunération comporte déjà, parce qu'il est axé sur le volume d'actes encore, et il amplifie la notion de volume d'actes, de rémunération à l'acte, il comporte des effets qui sont non souhaités et qui ne donneront pas nécessairement les résultats attendus. Il y a également, à travers ça, si on pousse l'exercice, un désincitatif à prendre les patients très, très lourds. Parce que même si le médecin fait un bon travail, ces patients-là sont plus à risque d'aller à l'urgence et donc de rentrer dans des statistiques sur lesquelles le médecin de famille qui le suit vraiment bien n'aura pas nécessairement de contrôle. Et donc, il y a un désincitatif à aller prendre soin de ces patients qui sont très lourds. Et il peut y avoir un autre effet qui est celui, au contraire, de dire, je suis pas sûre si mon patient devrait aller à l'urgence, mais là, je me rends compte que si je l'envoie à l'urgence, il y a un effet secondaire pour moi. Alors, quand on travaille juste sur du volume d'actes, et c'est ça que le projet actuellement essaie de gérer, c'est pas ça que les médecins nous disent. Les médecins disent, nous, on veut prendre soin de nos patients. On veut prendre le temps de les voir, et des patients, ça ne se calcule pas en colonnes de chiffres et en minutes. Je suis désolée, là, mais le calcul qui est fait actuellement par le ministre, c'est peut-être un calcul qui se fait dans certains types de pratiques, mais quand on a une pratique proche des patients, comme les médecins de famille ont et comme beaucoup de spécialistes ont, c'est sûr que sa réalité de radiologiste lui permettait peut-être de mieux contrôler les minutes qui pouvaient passer sur ces évaluations. Mais quand on travaille avec de l'humain, si on prévoit passer 10 minutes ou 12 minutes ou 15 minutes avec un patient, puis qu'on a un patient qui est déprimé ou qui est suicidaire, c'est sûr qu'on va devoir passer 45 minutes. Et de créer des incitatifs de cette nature-là qui ne portent pas sur des résultats, est-ce que ce patient-là va avoir
va être plus observant à son traitement s'il est déprimé? Est-ce que ce patient-là va avoir moins d'hospitalisation? C'est ces mesures-là qu'on doit vérifier, alors que là, on accentue les effets, les biais de la rémunération à l'acte. Alors ça, c'est très préoccupant. Moi, je pense que il y a également, dans les 12 heures d'activité médicale prioritaire qui ont été maintenues par le ministre, il y a une rémunération qui est supérieure lorsque les médecins sont en hôpital. C'est connu. Alors ça, en ne changeant pas cet élément-là, je dis pas que ça aurait été au niveau de la rémunération, peut-être que ça aurait été au niveau du ratio d'heures. Il y aurait certainement d'autres adaptations, mais on sent encore une forme de précipitation dans le projet et définitivement une forme aussi de non-respect. On a bien vu, là, les deux fédérations n'ont pas été consultées. Alors, on a une approche qui est coercitive avec des professionnels avec lesquels il faut travailler en collaboration. On s'entend, il y a des balises, encore une fois, qui étaient nécessaires, il y a des approches qui sont nécessaires, mais là, on pousse à l'extrême un mode de rémunération à l'acte qui n'est plus celui qui devrait prévaloir et qui ne donnera pas nécessairement les résultats escomptés. Pour ce qui est des spécialistes, écoutez, ce qu'on constate, c'est que l'image, en tout cas, que le ministre nous a donnée, peut-être qu'il y a d'autres exemples, mais celle qui nous donne de dire que systématiquement, un spécialiste devra voir le patient dans les 3 heures après son arrivée à l'urgence. Écoutez, j'applaudis ça, on le souhaite tous, mais c'est vraiment méconnaître la situation dans les régions. C'est comme si on avait en permanence une dizaine de spécialistes qui vont devoir être en attente, alors qu'on sait que dans beaucoup d'établissements en région, ils ont des accès très limités à des spécialistes avec un certain nombre d'heures. Donc, théoriquement, le principe est pas mauvais, mais dans la vraie vie, comment ça peut s'appliquer dans le respect des effectifs qu'on a, c'est vraiment quelque chose. On dirait que le ministre a vraiment conçu son approche avec ce que lui voit dans les milieux urbains, peut-être, ou dans des grands hôpitaux universitaires, mais dans l'ensemble des hôpitaux du Québec, on est loin de penser que ça va pouvoir se faire. Et quand on pense à ces nouveaux 6 du projet de loi 10, là, ces centres intégrés, où on va avoir encore des distances plus grandes, où les médecins vont être responsables d'offrir des services dans plus d'un hôpital, dans bien des cas, c'est très préoccupant. Et là, on voit pas, on sent qu'il y a un scénario qui appartient seulement au ministre et qui n'a pas été partagé. Il s'est pas donné la chance d'aller chercher des alertes de ses collaborateurs, des gens qui vont mettre ces réformes en action. Il n'est pas allé chercher ces alertes-là. Il n'est pas allé chercher ces éléments, ces indicateurs-là. Alors, moi, je trouve ça préoccupant. Et encore une fois, sur le fond, on applaudit l'amélioration de l'accès qu'on veut, mais on dirait que le ministre choisit des titres de projet de loi qui correspondent pas nécessairement avec le contenu de ce qu'il propose, ou en tout cas, il y a des risques de dérapage. Et définitivement, le fait de ne pas travailler en santé en collaboration avec ces professionnels, d'essayer de vraiment imposer de façon... on est d'accord que ça prend un leadership, mais il y a une différence entre un leadership et une forme de coercition absolue où les gens se sentent avoir été vraiment mis de côté. C'est une approche qui semble même complètement étonnée, là, plusieurs groupes de professionnels qu'on a vus cette semaine. Alors, c'est pas une façon, je pense, pour un ministre de gouverner adéquatement. C'est peut-être une façon de se donner l'illusion qu'il contrôle la situation, mais à l'usage et à l'application, ça va être préoccupant de voir comment ça va se traduire. Madame Lamarre, je ne sais pas si je résume trop grossièrement votre pensée en disant que, à votre avis, Québec, finalement, priorise la qualité au détriment de la quantité, c'est-à-dire la quantité au détriment de la qualité avec son projet de loi. Bien, c'est pas seulement ça, parce que quand on dit qualité, on a un peu l'impression qu'on parle toujours de luxe. Et on n'est pas là. Il y a une qualité, mais il y a une efficience. Il y a une efficience à ce que les patients voient le bon professionnel au bon moment, pour la bonne chose, et que tout ça, ça se parle, et qu'il y a des échanges entre les professionnels qui travaillent pour ces patients-là. Donc, c'est ça qu'on doit viser. Et le bon professionnel, c'est important qu'il soit, parce que
on sous-estime le recours à l'urgence. Et là, je suis pas sûre que on va baliser ça correctement. Donc, il y a une question de qualité, mais pas une qualité aveugle qui dit qu'on a les moyens de tout s'offrir. Une qualité qui est rationnelle et qui va sur le résultat. Parce que pour un patient diabétique qui a 40 ou 50 ans, notre objectif, là, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, il aille bien, mais c'est d'empêcher qu'il soit dialysé dans 15 ans, c'est d'empêcher qu'il soit aveugle dans 10-15 ans, c'est d'empêcher qu'il y ait des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux. Ça coûte très cher. Et ça, c'est ce qu'on appelle les grands utilisateurs au Québec. On en a 250 000 sur 8 millions. C'est ces gens-là qu'on doit mieux prendre en charge et ce sont ces gens-là qui font actuellement qu'on utilise énormément l'urgence de façon non optimale. Donc, on peut faire mieux. Et il y a également ces patients-là, des patients en santé mentale pour lesquels il faut également trouver des solutions parce qu'actuellement, la porte d'entrée pour ces patients-là est toujours l'urgence. Je suis pas sûre que dans la mesure que le ministre propose, il y a la place adéquate pour ces patients-là, parce que ce n'est pas seulement un problème avec des médecins, c'est un problème qui doit se régler avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues, avec d'autres groupes. Et là, on fait pas appel du tout à ces approches interdisciplinaires-là. Ce que je veux dire, c'est que si un médecin prend peut-être, comme vous le disiez vous-même, moins de temps avec un patient parce qu'il doit en voir plus, ultimement, c'est la relation entre le patient et le médecin qui va se détériorer. Est-ce que c'est ce que vous pensez? C'est que le volume n'est pas garant nécessairement des résultats thérapeutiques pour le patient. Il y a certainement quand même un juste milieu. Et on l'a bien reconnu que malheureusement, beaucoup de patients, moi je l'entends, beaucoup de personnes nous disent, écoutez, j'ai vu mon médecin une fois dans l'année, mais c'était quand j'étais en bonne forme et quand j'étais malade, je réussissais pas à le voir. Donc, je pense qu'on peut envisager des mesures qui vont augmenter la disponibilité des médecins. Ce que je constate aussi, c'est que ça permet pas beaucoup de pratiques à temps partiel. Et ça m'apparaît très, très difficile pour autant les hommes que les femmes maintenant qui souhaitent, dans certains cas, travailler à temps partiel. Et je pense qu'il y a une façon de bien gérer les choses dans le respect. Alors là, est-ce qu'on les pénalise trop? Je n'ai pas fait les calculs, mais ça m'apparaît être majeur, les pénalités pour les gens qui travaillent à temps partiel. Moi, je vous dirais, en pharmacie, j'ai des employés qui souhaitent travailler à temps partiel et je fais des horaires. Mais ces horaires-là contiennent obligatoirement des soirs et des fins de semaine. Alors, mais je baisse pas leur taux horaire pour autant. Alors, il y a une différence, là. Et je pense que là, on est vraiment dans des endroits très sensibles où par toutes sortes de calculs, on n'obtiendra pas nécessairement les résultats escomptés. Sur la procréation assistée, est-ce que vous craignez que les mesures qui sont annoncées aujourd'hui dans le projet de loi puissent faire baisser le taux de natalité au Québec? Est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça? Certainement que ce ne soit pas un incitatif à la procréation assistée, ça c'est certain. Et je vois vraiment, écoutez, là encore, il faut voir les vrais couples, les vraies personnes qui demandent à avoir accès à ça. Mais quelqu'un qui a un revenu moyen de 50 000 $ par année, écoutez, c'est toute une aventure se lancer dans un processus de procréation, de fécondation in vitro, et même tout le processus au début, juste de la stimulation ovarienne et toutes les étapes. Alors oui, quand on dit en plus, il y a des montants importants. C'est pas des montants modestes, là. On parle pas d'une centaine de dollars, on parle de milliers de dollars quand même que ces gens-là vont devoir contribuer. Et on parle même, si on parle de retour d'impôt, là, les modalités sont peut-être pas bien connues, mais est-ce que la personne va devoir avancer d'elle-même le 10 000 $ et attendre à son rapport d'impôt pour avoir son retour sur le 8 000 qu'elle aurait? Si c'est ça, écoutez, c'est réellement un obstacle à l'accès définitivement. Mrs. Lamar, like my colleague was saying here, I think a lot of people will be wondering, am I going to get 1 minute, 2 minutes with my doctor if he needs to see 50 other people that day? The fact that a doctor on average sees about 564 patients, it must be per year, or has a charge of 564 patients, and now he's being asked to see 1,000, isn't there a concern there that there will be a loss of quality with all this quantity? Taking care of patients is not a matter of numbers. It's a matter of outcomes.
And I think that we have to look at our remuneration system to increase the outcomes from the patient. And it may be something that I'm sure that physicians will work very well, but this is not a way that they will feel partner in their health system by being imposed by this kind of structures. Do you think that the end result will be, though, that more Quebecers will have access to a family doctor? I'm not sure. I hope, but I'm not sure that we have to, we don't decide healthcare plan from the top of the pyramid. We start by where the patient is, and if we just start to think to the way the patient has to work in our system, we have to start from his home, and then we will find the right way to patient needs and at the right cost and at the right time by the right person, and we will get outcome, and we will get integration of healthcare also. Is this a good bill or bad bill? First, it should be separate for sure, because once again we have different content, different outcomes. I think that it's really a way. It's mostly mathematics for physicians at least, and economic for the procréation assistée system. I think that the procréation assistée would be able to have fine tuning, but for now, what I see is it's a kind of barrier to access for many families in Quebec. And for physicians, I'm not sure at all that it will give outcomes that the minister promised. It's mathematical but not human, is that what you're saying? It's mathematical. Yeah, it's not human. And, health system is a human system. And it needs to have some barriers, some limits. And I think that this is the problem of this government during the last, during 10 years. When we were, during the 18 months, we increased the outcome of GMF. We just asked them, you signed, you will do that, please do that now. And the problem they have is that they don't ask enough for reddition de compte. We have to ask for that. When we signed something, and the minister signed a lot of, we have mandatory things to do, and most of the time the government didn't put the measures that ensure that the outcomes and the obligations will be fulfilled. You said it in French. You talked about the reflex that doctors will have will be to see more patients. Can you explain that a little bit? What is this reflex, and how do you see it working, playing itself out? I don't want to say that physicians will not work correctly. I think that physicians really want to take care of their patient the best as they can. But, when we just when we mise sur the aim on strategies that are only on payment, then we, incitative and disincitative, this is not the way physicians want to work. They want to work in partnership and with being evaluated on the good outcome they have with their patient. Because if a physician really make a difference for a patient who thinks about suicide, he need to have a reinforcement. It's a lot of work. So I think that there is some bias that the minister maybe didn't evaluate correctly. Just one quick last thing. You said in French you're worried about low-income couples who will not be able to pay up front. Can you talk about that? Yes, because if they have to pay first, I don't know, but my understanding is that they have to pay first and then
receive this on their income tax. That means that they have to invest $10,000 before getting a refund. This is impossible for them. They are not sure that they will have success with this, so it's really, really a barrier to access.